Chapitre 2. Ces 8 derniers jours de tranquillité civilisée m'apparaissent aujourd'hui encore avec une netteté singulière, en dépit des abominables aventures que j'ai traversées depuis, avec tous nos frères humains sans exception, et bien que la période de ma vie qui précéda l'ère calamiteuse, me semble en général aussi étrangère à mon moi actuel, que la troublante réminiscence d'une métempsycose antérieure. Traqué par la mort, endurci au malheur, à l'assassinat brutal de mes plus beaux espoirs et de ceux de l'humanité, mon âme d'aujourd'hui, cristallisée par le stoïcisme désespéré en un bloc de diamant noir, mon âme se ressouvit avec une pitié mélancolique de la naïve confiance de jadis et de la douceur de la vie, autrefois. À la suite d'un surmenage mental excessif, j'avais dû m'octroyer des vacances prématurées, dans le paysage exquisément sédatif et tonique de l'estuaire de la Somme, à Saint-Valery. Même en ces jours de civilisation culminante, la petite ville avait conservé immuable son aspect et ses mœurs de la fin du XIXe siècle, et savourant ce repos avec délice, j'occupais mes journées à perfectionner par l'herborisation mes connaissances botaniques, jusque-là puisées au sol manuel. De longues heures je m'absorbais dans l'examen des plantes escueillies, le long des routes et parmi les bois et les champs, j'apprenais à démonter les fleurs pièce par pièce, sépales, pétales, étamines, pistils, et à distinguer, dans l'infinie variété des combinaisons de formes et de nombres affectées par ces organes élémentaires, les caractéristiques des familles, des genres et des espèces. Mon herbier s'accroissait chaque jour de nombreux spécimens. Mais les paisibles joies du collectionneur me semblaient accessoires. J'étais surtout passionné par le sentiment que développaient en moi, ces explorations minutieuses des tissus végétaux, une pénétration idéale des secrets de la vie, une communion subtile avec le cœur essentiel de la nature, qui donnait à mes contemplations du paysage, une profondeur que n'avaient jamais connue mes simples délectations visuelles des couleurs et des formes. Je percevais obscurément ma vraie place dans la nature, je plongeais voluptueusement aux profondeurs du flot ininterrompu de vie, qui œuvre assidûment à la surface de la planète, et déroule ses anneaux progressifs depuis la mousse la plus infime jusqu'à la série mammifère, et jusqu'à l'homme sous l'impulsion de l'âme universelle. Et de ce point de vue panthéiste, la civilisation forcée, telle une plante de serre chaude, qui battait derrière l'horizon, aux grandes villes, m'apparaissait infiniment lointaine. Le grondement des trains électriques passant tout là-bas au fond de la baie, en provenance de Londres ou de Paris, le ronflement dans le ciel de quelques antiques aéroplanes, ou le vol plus silencieux des rotatifs ultramodernes, m'inspirait un sourire de pitié dédaigneuse. À quoi bon cette hâte, cet affolement d'activité vertigineuse ? En quoi la vie simple et facile, que je menais dans cette obscure bourgade, au milieu de sa fruste et cordiale population de pêcheurs, était-elle moins enviable que celle du tourbillon parisien ? La civilisation intensive des grands centres, faisait-elle autre chose pour l'infinie majorité des hommes, qu'exaspérer la lutte des instincts grossiers, mettre en relief ce funeste appanage dû à notre descendance animale, ce véritable et ineffaçable péché originel ? Et devant le soleil couchant dont le disque cramoisi, strié de bandes nuageuses par les brumes horizontales, m'évoquait l'image de Jupiter vu au télescope, j'enviais le sort des Sajoviens, qui avaient su allier au progrès la modération des désirs, usèrent avec discernement des conquêtes de la science, pour les mettre au service de leur noble curiosité, et assigner comme but à l'existence de leur espèce la recherche de la vérité. Au lieu des illusoires et troubles satisfactions du lucre et du bien-être, je parcourais à peine les journaux, et l'habitude était tellement prise des communiqués interplanétaires, que je mis plusieurs heures à digérer l'importance de cet énigmatique bulletin du 22 juin 1978. Mars a cessé de répondre aux appels de nos ondes. Ce silence est-il dû à une avarie de ces appareils, ou bien doit-on y voir une corrélation avec cette nouvelle signalée par Jupiter, projectile ou bolide parti de Mars, se dirige approximativement vers Soleil. Je venais de cueillir un superbe chrysanthème Sojotum, lorsque soudain la menace cachée sous cette phrase ambiguë s'éclaira dans mon esprit, le Soleil ? Mais la planète rouge était presque en opposition, puisqu'elle planait actuellement, dans la constellation du Scorpion, et qu'elle brillait au ciel la plus grande partie de la nuit, et une trajectoire dirigée de sa surface vers le Soleil devait, au tiers du chemin, passer au voisinage de la Terre, la rencontrer peut-être. C'était donc, bien plus tôt que l'astre central, notre planète qu'avaient choisi pour cible les Martiens. Et, dans un éclair, tout le roman prophétique de l'écrivain anglais me revint à la mémoire. L'heure était venue où les Martiens, trouvant intenable le séjour de leur planète minuscule, refroidie, déshydratée et dépouillée en partie de son atmosphère, s'étaient résolus à déménager, et mettaient en œuvre à cet effet les ressources de leur industrie,
et voire même quelques indices secrets que Jovien et Terrien leur avaient révélés avec une inconcevable naïveté. Quel séjour d'espoir, quel paradis devait en effet leur sembler la Terre, moins vieillie et plus proche du Soleil, avec son atmosphère encore si riche, ses océans et ses mers couvrant les 3/5 de sa superficie, offrant un séjour tellement analogue au leur, avec des jours et des nuits d'une durée presque égale à ceux de Mars, avec des saisons pareillement accentuées, réparties il est vrai sur une période annuelle presque de moitié plus courte, mais dont l'alternance plus rapide, ne pouvait avoir qu'un effet stimulant et rénovateur sur les organismes martiens. Malgré toutes ces réflexions qui se déroulaient automatiquement en moi, comme elles durent le faire ce jour-là, chez la plupart des lecteurs doués de la moindre culture astronomique, j'avais beau relire la nouvelle imprimée, je ne parvenais pas à y croire. Était-ce dû à l'état de faiblesse nerveuse, qui me restait de ma convalescence, ou bien à l'emprise de la nature, qui me produit toujours cet effet, de me rendre étranger aux préoccupations des hommes, ou bien encore l'instinct de la conservation, se révoltait en moi et m'empêchait de croire vrai, la menace dont il repoussait la monstrueuse possibilité. Ce dernier motif était le vrai, sans doute, car l'indifférence fut à peu près générale. L'attention publique était alors concentrée sur les exploits du célèbre boxeur patagonkien Sab, et sur son match avec le champion japonais Malsu, qui devait avoir lieu dans quelques jours aux Jeux Olympiques de Tombouctou, et les réflexions alarmistes publiées par 2 ou 3 quotidiens au sujet de la menace extraterrestre, passèrent à peu près inaperçues. L'hypothèse d'un canard, émise par la plupart des gazettes, sembla d'ailleurs confirmée, les jours suivants, par le silence absolu des communiqués interplanétaires, supprimés, en fait par la censure gouvernementale. Et moi-même, tout à mes joies de néophyte botaniste, j'imposais silence à mes craintes raisonnées, et m'efforçais d'écarter mes obscurs pressentiments d'une catastrophe prochaine. Je fus tiré de ces demi-quiétudes par la visite que je reçus de mon vieux camarade Sylvain Leduc, que je croyais toujours au Bourget, et à qui je venais d'écrire. Ma lettre l'avait rejoint au camp d'aviation expérimental du Crotoy, où il était passé chef pilote, et il s'était empressé de traverser la baie de Somme, au cours d'un essai de rotatif à turbine, pour me serrer la main. Il m'apprit des nouvelles graves, ignorées du public, qu'il tenait de sa femme Gabrielle, interprète des signaux joviens au bureau central du Mont Valérien pour les communications terrestres et interplanétaires. Non seulement le départ d'un projectile martien vers le Soleil, et la Terre, avait été confirmé par la station de Ganymède, mais des messages ultérieurs annonçaient que de nouveaux départs avaient eu lieu chaque jour dans la même direction. Les astronomes joviens suivaient avec une fraternelle angoisse la marche de ces engins, dont ils s'efforçaient de déterminer à l'avance le point d'impact. Celui du premier semblait devoir être dans l'Europe occidentale. Il paraît d'ailleurs que le secret des nouvelles fut mal gardé par les traducteurs des communications interplanétaires, et que le bruit se répandit dans les grandes villes, mais pas à Saint-Valery, que je sache, de la chute prochaine de l'obus martien sur le territoire de la France. Et ce fut pour éviter une panique, dès le lendemain de mon entrevue avec Sylvain Leduc, le 7 juillet, les journaux publièrent officiellement le résultat des observations joviennes, la trajectoire du messager céleste, SIC, et il n'était toujours question que d'un seul, définitivement établi, viendrait couper l'orbite de la Terre, et rencontrerait obliquement sa surface. Le 8 juillet, à 5h58 33 secondes et 8 dixièmes. Le point d'impact, sauf erreur possible d'1 kilomètre, correspondait à l'emplacement de Nancy. L'évacuation de la ville et de sa banlieue, commencée depuis la veille, serait terminée dans la soirée. Toutes les mesures étaient prises pour la destruction immédiate du projectile et de ses occupants, s'ils manifestaient des intentions belliqueuses. Un cordon de télédétonateurs circonscrivait la zone menacée, et des batteries de foudroyants à longue portée convergeaient sur le point de chute probable. Les habitants des autres régions de la France, et a fortiori de l'Europe, n'avaient donc aucune raison de s'émouvoir. Le même gouvernement qui avait repoussé l'invasion jaune, et mis fin au fléau des guerres terrestres, saurait aussi conjurer le péril martien, et ôter aux envahisseurs toute velléité de renouveler leurs criminelles tentatives. Ces assurances officielles durent tranquilliser tout à fait le grand public, dont les propos ressemblèrent sans doute à ceux que j'entendis au Café des Pilotes, sur le quai de Saint-Valery. Tout en abattant leurs manillons, les habitués plaignaient hypocritement les pauvres Nancéens, obligés de quitter leur pénate. Ils seraient indemnisés grassement aux frais des contribuables. Tant pis, on n'y regarderait pas, mais une jubilation dilatait leur visage, à se dire qu'ici l'on était bien à l'abri, et que l'on ne risquait pas la moindre éclaboussure, pas même un carreau cassé par un shrapnel égaré.
L'égoïsme féroce de ces inconscients me révolta, je me hâtai de sortir du café pour promener ma sourde inquiétude, et mes réflexions mélancoliques au long de la digue déserte. Mais, contrairement à mon ordinaire, la solitude m'était pénible. J'aurais voulu communiquer mes réflexions à un ami, sentir autour de moi la présence de nombreux frères humains, me mêler à des foules, me réconforter par le spectacle d'une grande ville contre ces menaces d'outre-ciel, dont mon imagination ne pouvait se représenter la nature, mais qui m'accablaient de pressentiments toujours plus sinistres. Si la journée avait été moins avancée, je serais allé au Crotoy, voir l'ami Sylvain. Le coucher du soleil, par le spectacle de sa sereine mélancolie, vint me distraire un peu de mon angoisse. Tout au bord de la digue où je foulais rêveusement les trèfles blancs, les millefeuilles rosés, les lotiers jaunes, des graminées, à la fraîche brise du soir, balançaient leurs épis sur le fond mordoré de la Somme. Une coulée rutilante frémissait sous le soleil prêt à disparaître, déjà déformé par la réfraction, au bas du ciel délavé de nacre rose et de pastel azuré. Des oiseaux pépiaient plein les bois de l'ancienne falaise, au-delà des molières étalants, coupés de rues vaseux, leurs glauques tapis de soudés d'armoises. Une vache rousse meuglait par intervalles dans la vaste paix du soir serein, qui s'immensifia sur les sables gris, et satinés de la berille et des flaques sinueuses de la marée montante. Anclos parlait d'une basse de 50 pins, la silhouette familière du Crotoy, et la longue frise bleuâtre des peupliers. Un vol de mouettes passa en piaillant. À la bifurcation des deux bras du fleuve, l'eau clapotait contre la proue d'un bachot massif pêchait à la ligne, insoucieux, comme si nulle planète Mars n'eût existé au ciel, comme si plusieurs projectiles, lancés par ce traître habitant, n'étaient pas en route vers la Terre, chargés d'une menace sans nom, auprès de laquelle les invasions d'Attila ou de Tamerlan, n'étaient que jeux idylliques et amusettes d'enfants. Mais moi, j'avais l'affreuse certitude que pour la dernière fois de ma vie, je contemplais la nature dans l'antique et traditionnelle sécurité du règne de l'homme sur la terre.